Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Nous reviendrons sur l'incroyable rebondissement dans l'affaire Bissonnet. Cet homme soupçonné de complicité dans l'assassinat de son épouse s'est retrouvé aujourd'hui tout simplement sans avocat devant la cour d'assises de l'Hérault. Ses défenseurs ont décidé d'abandonner leur client. Nous verrons pourquoi. Le poids du soupçon sur Alberto Contador, c'est désormais l'hypothèse d'une transfusion sanguine qui est évoquée. Le laboratoire de Cologne ayant retrouvé des résidus de plastique dans ses analyses. Alors que risque réellement le vainqueur du Tour 2010 ? Eh bien, pas grand-chose apparemment. Combien de personnes dans les défilés demain? Veillée d'armes pour les syndicats, mais également pour certains mouvements étudiants et lycéens qui entendent participer aux manifestations contre la réforme des retraites. Bien qu'illégal, vous le verrez, le bizutage continue d'exister dans de nombreuses écoles et universités. À la clé, parfois des dérapages dramatiques. Ce soir, vous entendrez le témoignage d'une étudiante victime de l'un de ces week-ends d'intégration. Le sport et l'Alsace rêvent d'assister à la consécration de l'enfant du pays ce week-end. Sébastien Loeb deviendra-t-il pour la 7e fois champion du monde des rallyes? Nous irons à Strasbourg prendre la température de l'événement. Enfin, nous irons au mondial de l'automobile qui attend à partir de demain 1 500 000 visiteurs, des acheteurs potentiels ou encore des amateurs de rêve. À suivre les nouveautés et les dernières tendances avec notre envoyé spécial sur place. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous et c'est donc une journée mouvementée qu'a vécue aujourd'hui la cour d'assises de l'Hérault qui juge depuis le début de la semaine Jean-Michel Bissonnet. Cet homme soupçonné de complicité dans l'assassinat de son épouse s'est donc retrouvé sans avocat pour le défendre. Alors comment en est-on arrivé là? Eh bien on voit tout cela avec Christophe Pétraud et Pascal Barbès. Il va falloir reprendre toute la procédure, recomposer un jury d'assises. Après un coup de théâtre ce matin, des pièces surprises sont transmises à la cour. Jean-Michel Bissonnet, accusé d'avoir commandité le meurtre de sa femme, aurait tenté une subornation de témoins. Ses avocats se sentent trahis et l'abandonnent. Nous ne pouvons pas envisager une défense si nous nous posons des questions de conscience. À partir du moment où on ne peut pas envisager une défense pleine et entière, on est obligé de partir. Lorsqu'un homme est désespéré, parfois il est très maladroit. Je dirais qu'avoir maintenu de toute façon cet homme pendant 29 mois en détention provisoire, alors même que cette détention provisoire, et ça je le maintiens, n'était pas justifiée, c'est quelque part avoir cherché à le pousser à la faute. Bissonnet aurait tenté de convaincre un codétenu, moyennant finance, de venir faire un faux témoignage. Objectif, faire accuser le vicomte Amaury d'Harcourt. L'avocat général s'exclame « Je n'en reviens pas ». En sanglots, Jean-Michel Bissonnet s'adresse à ses enfants « Je n'ai jamais, jamais, jamais voulu la mort de maman ». Ce qui est dramatique dans ce dossier, c'est qu'il y a des parties civiles, une partie civile que je représente qui attendait un verdict. Il y a aussi des enfants qui cherchent la vérité. Dès le début, il n'y a pire menteur, il n'y a pire comédien, il n'y a pire tragédien, il y a pire simulateur, il y a pire manipulateur que Jean-Michel Bissonnet. Une expertise psychiatrique de Jean-Michel Bissonnet est demandée. L'avocat général rappelle que c'est aussi le procès de Méziane Belkacem, accusé d'avoir tiré, et d'Amaury d'Harcourt. Le président de la cour d'assises renvoie l'audience au 10 janvier, notamment pour que Jean-Michel Bissonnet puisse revoir sa ligne de défense. Ce soir, il retourne en prison pour 3 mois, comme son jardinier Méziane Belkacem. Le vicomte Amaury d'Harcourt demeure libre, sous contrôle judiciaire. Autre affaire judiciaire ce soir, on a appris que le gendarme qui avait tué par balle un jeune gitan en juillet dernier a été mis en examen aujourd'hui. Les faits s'étaient déroulés lors d'un contrôle dans le Loir-et-Cher. On se souvient que c'est ce drame qui avait entraîné des violences sans précédent dans le village de Saint-Aignan. Fanny Stenler et Virgile Liado. La mise en examen du gendarme permettra-t-elle de faire la lumière sur la fusillade qui a coûté la vie au jeune homme? Ce jour-là, Miguel Luquenet et son cousin Luigi prennent la fuite au volant d'une vieille voiture. Luigi a volé 20 € et les gendarmes poursuivent les deux hommes. Ils vont forcer un premier barrage, mais un deuxième les attend. Il sera fatal à Luigi. L'homme d'origine gitane assis sur le siège passager meurt sous les balles du militaire qui tente d'arrêter la voiture. Selon son avocat, le gendarme n'a pas eu le choix. En tirant 2 coups, mon client non seulement effectue sa mission, mais également sauve sa vie. Car il y avait vraiment de la part de la voiture, des conducteurs de cette voiture, un désir de tuer. Une version contestée par l'avocat de la victime. Pour lui, il n'y a pas eu légitime défense. Le tir mortel est un tir de côté, un tir latéral. Par conséquent, le gendarme ne peut pas soutenir que le véhicule déboulait sur lui et qu'il a été obligé d'ouvrir le feu pour sa sécurité. Le gendarme mis en examen est ressorti libre du bureau du juge.
Une enquête sensible, car cet été, la mort du jeune gitan avait entraîné une vague de violence à Saint-Aignan et dans les environs. La colère des gens du voyage s'était alors déversée sans retenue. Les contrôles et analyses antidopage en matière de cyclisme sont parfois d'une rare complexité et celle qui concerne cette fois Alberto Contador confirme la règle avec ce nouvel élément. Aujourd'hui, le laboratoire de Cologne aurait trouvé des résidus de plastique dans ses analyses, ce qui tendrait à démontrer que le vainqueur du Tour de France 2010 aurait effectué une transfusion sanguine. Des zones d'ombre encore et toujours des questions et des réponses avec Julien Benedetto. Alberto Contador ou le règne du soupçon. Le triple vainqueur de la Grande Boucle est suspecté d'avoir eu recours à une transfusion sanguine. Selon le journal L'Équipe, le laboratoire de Cologne aurait détecté dans les urines de l'Espagnol, en plus d'un produit anabolisant, des résidus de plastique. Ces résidus sont les mêmes que ceux que l'on retrouve dans les poches plastiques contenant des prélèvements sanguins. D'où l'hypothèse d'une autotransfusion, technique de dopage qui consiste à se réinjecter son propre sang. Plausible, mais pas certain pour autant. Ce qui m'intrigue le plus, c'est la présence de plastique dans ces urines. Il n'y a pas que la transfusion sanguine qui peut amener ces molécules dans l'organisme. Vous pouvez les avoir avec des aliments, avec l'eau. Pourquoi n'est-il pas déclaré positif? Tout simplement parce que la méthode de détection utilisée par le laboratoire allemand, qui est scientifiquement prouvée, n'a pas encore été validée par l'Agence mondiale antidopage. Alors que risque Contador? S'il est déclaré positif, il sera suspendu 2 ans et déchu de sa victoire dans le Tour. À Madrid, malgré les soupçons qui pèsent sur l'icône locale, son innocence ne fait aucun doute. Pour moi, Contador est un sportif intègre et ce qu'on a retrouvé dans ses urines, ça ne veut rien dire. C'est un affront, Contador, c'est le meilleur. Le dossier est entre les mains de l'Union cycliste internationale. Pour l'heure, Contador est suspendu à titre provisoire. On saura dans les prochaines semaines s'il est sanctionné. Autre dossier dans lequel on a quelque peu tendance à perdre ses repères, celui du permis à points. Je vous parlais la semaine dernière du Sénat qui avait adopté quelques mesures d'assouplissement permettant de récupérer plus facilement et plus rapidement les points perdus. Eh bien, ce dossier éminemment politique et sensible, et cela entre autres pour des raisons électorales, fait grincer quelques dents et notamment jusqu'au plus haut sommet de l'État. Julien Pelletier et Lorraine Christoflour. Le système du permis à points sera-t-il vraiment réformé? C'est ce que souhaitent certains parlementaires. Ils proposent de ramener à 2 ans au lieu de 3 le délai pour retrouver tous ces points, restituer un seul point perdu au bout de 6 mois et autoriser des stages de récupération plus réguliers. Mais hier, en visite dans une gendarmerie, le président de la République intervient dans le débat. Je n'accepterai jamais un message de laxisme s'agissant de la lutte contre la violence routière. Bernard Renès, député UMP, vient de rédiger un amendement. Il propose d'aménager les règles uniquement pour les petites infractions. Je ne suis pas dans le laxisme, mais je propose un assouplissement pour ceux qui restent quand même de très bons, d'excellents chauffeurs et qui ne méritent pas des sanctions aussi graves que la perte d'un point. Les automobilistes sont aussi des électeurs et perdent leurs points sur de petits manquements. 70% des infractions donnent lieu au retrait d'un seul point. Quand on enlève un point parce qu'on est à 94 km au lieu de 90, je trouve ça un peu excessif. Ça arrive quand même de faire des petites infractions et bon, elle mérite pas tout le système qu'il y a derrière. En 10 ans, le nombre de permis annulés a été multiplié par 9. Dans le même temps, la mortalité a été divisée par 2. Augmenter ne serait-ce que d'1 km/h la vitesse sur nos routes, c'est presque 200 morts de plus que nous aurons dans l'année. Donc clairement, nous refusons tout aménagement de ce côté-là. Les députés voteront mercredi prochain. Le texte est toujours défendu par la majorité. Ce soir, l'Élysée fait savoir qu'il reste opposé à cet assouplissement, même aménagé. Plus de liberté sur les tarifs des TGV et donc plus d'amplitude dans les prix. C'est ce que la SNCF serait actuellement en train de négocier auprès de l'État, selon nos confrères des Échos. Des tarifs qui demeurent aujourd'hui encadrés. Alors que souhaite réellement obtenir la compagnie ferroviaire? Élément de réponse avec Gabriel Garcia et Antoine Morel. Aller de Paris à Marseille en 3 heures, ça va vite et il n'y a pas de surprise sur le prix. C'est le gouvernement qui fixe le tarif maximum des billets. Mais cela pourrait bien changer. C'est en tout cas ce que demande la direction de la SNCF. Aujourd'hui, sur un même trajet, ces prix peuvent être multipliés par 4.
Elle voudrait maintenant faire comme les compagnies aériennes, chez qui un même billet peut être multiplié par 6. Exemple, pour un Paris-Marseille, les prix s'échelonnent de 22 à 88 €. Mais avec le projet SNCF, le billet pourrait varier davantage en fonction de la fréquentation. Il pourrait donc s'établir entre 22 et 130 €. En échange, le transporteur promet plus de billets premier prix, les Prums, une contrepartie qui ne rassure pas les associations de consommateurs. Une association de consommateurs comme la nôtre, de suite, craint que ça puisse dire derrière augmentation. Alors certes, on peut développer certains tarifs bas comme le Prums, mais on ne sait jamais combien de sièges sont concernés. Mais pour le transporteur français, ces nouveaux tarifs sont nécessaires car le TGV n'est plus aussi rentable. La crise est passée par là, donc elle a affecté évidemment l'activité et la croissance de TGV, c'est le premier point. Et le deuxième point, on a un coût finalement de location des infrastructures qui a énormément augmenté, donc notre profitabilité a diminué. L'arbitrage final devrait être rendu par le gouvernement avant la fin de l'année. Les images maintenant des heurts qui ont eu lieu en marge de la manifestation des infirmiers et infirmières anesthésistes. Les affrontements, vous le voyez, ont eu lieu avec les CRS devant le ministère de la Santé. Les infirmiers réclament depuis plusieurs mois une reconnaissance de leur diplôme au niveau master. Sous les gaz lacrymogènes, image signée Patrick Desmully et Christophe Moyon. Social toujours avec plusieurs mouvements à Marseille depuis plusieurs jours. Après les bus, les cantines scolaires, les crèches, ce sont les ports de la cité phocéenne et de Fos-sur-Mer qui étaient totalement bloqués aujourd'hui. Une journée d'action à la fois contre la réforme portuaire mais également contre celle des retraites. La réforme des retraites qui sera donc une nouvelle fois au cœur des manifestations demain. Alors combien seront-ils dans les rues? On sait que près de 230 cortèges sont prévus un peu partout en France. On y retrouvera les syndicats de salariés du public, du privé mais aussi désormais plusieurs associations lycéennes et étudiantes. Décryptage de tout cela avec Jeff Wittenberg et Emmanuel Morel. Augmenter la durée de cotisation. Ce soir, ils préparent les arguments et les slogans. Demain, ils manifesteront pour leur retraite. Leur moyenne d'âge, pourtant, ne dépasse pas les 25 ans. Pour faire valoir une nouvelle fois notre opposition radicale à cette attaque en... Le PS, les Verts, les communistes, le NPA d'Olivier Besancenot, l'UNEF, Sud, c'est la gauche version jeune, politique et syndicale, avec ses propres mots d'ordre. La retraite, c'est pas seulement une affaire de personnes qui approchent de la retraite et d'adultes, c'est aussi une histoire de jeunes adultes, d'étudiants, de jeunes travailleurs. Sur le campus universitaire de Toulouse, une ville très mobilisée lors des dernières manifestations, les opinions des étudiants aujourd'hui sont contrastées. Ça va être plus de chômage pour nous parce que mettre des gens à la retraite plus tard, ça ouvre moins de postes sur le marché du travail. Et en plus, nous, on n'aura peut-être pas de retraite à la fin de notre vie. On sait que ça va être à nous, mais on est en pleines études, donc moi je me concentre plus sur mes études que sur la retraite, quoi. Je pense que c'est plutôt pour le domaine professionnel, ceux qui travaillent déjà qui ont une vie active, et je pense que ça ne concerne pas les étudiants. Nuance également dans les réactions syndicales. La CGT apprécie et approuve la mobilisation de tous les jeunes. Dès lors qu'on demande aux plus anciens de rester au travail 2 ans de plus dans le projet gouvernemental, cela ferme la porte à l'emploi des jeunes pour 1 million d'emplois d'ici l'année 2016. Pour la CFDT, il y a une limite. Les jeunes ont leur place dans les manifestations. Alors, d'ici là, appeler les lycéens, moi je suis très réservé. Je crois que c'est un peu l'arme du faible pour ceux qui veulent l'utiliser. Il y aura plus de 200 défilés demain dans toute la France, avec la participation plus ou moins massive des jeunes. Les syndicats espèrent la plus grosse mobilisation depuis le début du conflit sur les retraites. Et puis en bref, sachez que le tribunal correctionnel de Paris a décidé aujourd'hui de reporter le procès de Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifs. Le procès qui devait avoir lieu en novembre prochain se tiendra finalement à partir du 7 mars 2011. À l'étranger maintenant, on s'apprête à voter au Brésil. Ce dimanche, 136 millions d'électeurs sont appelés à désigner le successeur du président Lula. Celui-ci ne peut, je vous le rappelle, se représenter, cela malgré sa cote de popularité. Cependant, le talon d'Achille de sa présidence reste celui de l'insécurité, la violence qui est toujours aussi importante au cœur des favelas de Rio. Eh bien, voyons ce soir comment les autorités tentent de reconquérir ces zones de non-droit. C'est le grand format, signé Samasoula et Thierry Breton. Accrochée aux collines de Rio, une cascade de bicoques insalubres avec vue imprenable sur les plus belles plages de la ville. C'est la favela de Cantagalo. Aujourd'hui, la police ose y patrouiller. Il y a encore 9 mois, elle n'osait même pas monter dans la favela.
les narcotrafiquants régnaient en maîtres. Ici, c'était très dangereux. Quand on intervenait, les habitants risquaient à tout moment de se prendre une balle perdue dans les affrontements avec les gangs et les trafiquants n'hésitaient pas à les tuer s'ils ne leur obéissaient pas. Voici comment les troupes d'élite reprennent possession d'un territoire. À Cantagalo, les affrontements avec les trafiquants ont duré 2 mois. Ce n'est qu'après que l'UPP, la police dédiée à la pacification des favelas, s'est installée au cœur du quartier, symboliquement, tout près d'une école. Pas d'égout, pas d'eau courante, Cantagalo est toujours misérable, mais la peur s'est dissipée. Dans les favelas, les morts se comptent chaque année par centaines. Aujourd'hui, Elisa sort plus librement. Il y avait des tirs sans arrêt, ça me rendait sourde. On se croyait en Irak. C'était la guerre ici. Maintenant, on est tranquille. Soulagement aussi chez les commerçants. Tous étaient soumis aux raquettes des gangs. Les quartiers étaient contrôlés rue par rue. Les chefs postaient des gamins armés pour protéger leur trafic de drogue. Ils imposaient leurs lois quand tu devais ouvrir ou fermer. Quand un d'entre eux était tué, on devait fermer pour respecter leur deuil. Mieux formés, plus jeunes que les policiers généralement redoutés par les habitants, ces unités effectuent aussi un travail de contact. Nous faisons aussi du travail social de proximité, avec un but précis. Si on crée de la confiance, on devient pour la population une référence. Une référence, la favela en a déjà une. L'académie de boxe, où tout le monde se retrouve. Trafiquants ou pas, l'entraîneur les accepte tous, et la vie du quartier n'a pas de secret pour lui. C'est vrai, les trafiquants ne se promènent plus les armes à la main, mais les trafics continuent, mais de manière camouflée. Avec la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, la sécurité est un enjeu majeur pour le Brésil. La tâche est immense. Sur les 800 favelas que compte Rio, seuls 11 sont sous le contrôle de la police. Les autres restent des sanctuaires aux mains des trafiquants en tout genre. Et sachez qu'un nouveau numéro du magazine Géopolis est consacré au Brésil, et cela sur la page info de notre site france2.fr. Et puis ce rappel quotidien, toujours aussi important, cela fait désormais 276 jours que nos 2 confrères avec Guéquière et Stéphane Taponnier sont retenus en otage en Afghanistan avec leurs 3 accompagnateurs. Après 2 plaintes pour viol en seulement quelques semaines, la question du bizutage étudiant est à nouveau dans le collimateur des pouvoirs publics. Cette pratique illégale peut avoir parfois des conséquences dramatiques, mais aussi provoquer des humiliations difficilement réparables. Illustration ce soir avec le témoignage d'une jeune étudiante de 22 ans. Elle a préféré conserver l'anonymat et nous raconte ce qu'elle a vécu lors de son week-end d'intégration au sein de son école de commerce. Propos recueillis par Sarah Bernuchon et Annie Triboire. J'étais super contente d'y aller au début parce que j'avais déjà fait un petit truc de ce genre en prépa, mais à une échelle beaucoup plus petite, et j'avais adoré. On ne s'attendait pas à ce que les jeux aillent aussi loin. On prend un tampon hygiénique plein d'alcool et on devait aspirer l'alcool. Ça vous a choqué, ça? Ouais, moi je trouvais ça vraiment dégueulasse, quoi. C'est qu'ils passaient à côté de nous avec des bouteilles d'alcool et allez, une goulée chacun, chacun son tour, des trucs comme ça. Ils étaient vraiment dans leur délire et le délire ne s'est pas arrêté. C'est ça le problème, c'est que c'était vraiment, après, il y en a qui devaient aimer faire ça et qui se sont pas du tout, qui n'ont pas du tout pris de recul avec leurs personnages, qui sont complètement rentrés dans la peau du bourreau et qui ne plaisantaient vraiment pas du tout. Donc moi, ce qui m'avait le plus choqué, c'était les mimes d'actes sexuels, en fait. 2 personnes, un garçon, une fille, ou même parfois 2 filles, qui se retrouvent devant 600, 700 personnes à devoir mimer des actes sexuels. Ça allait parfois trop loin? Bah oui, c'est allé loin à un moment où le garçon qui était en scène avec une fille ne contrôlait pas du tout ce qu'il faisait, il s'est retrouvé nu avec la fille qui lui mettait du sable sur les parties intimes devant tout le monde, et lui il comprenait vraiment pas ce qu'il faisait. Et quand on a 400, 500 personnes qui nous regardent et qui commencent à crier et tout, c'est sûr qu'il y en a qui se sentent obligés de faire les choses. Comme c'était filmé en plus et que c'est repassé après devant toute la promo en amphi, ceux qui se souvenaient plus trop de ça parce qu'ils avaient trop bu, ils ont eu un gros moment de solitude. Moi j'ai pas vécu ces 3 jours sereinement parce que j'avais tout le temps peur qu'il y ait des incidents, qu'il se passe quelque chose, quoi, parce qu'on savait pas trop dans quoi on était tombé.
Voilà pour ce témoignage. Il est 20h17 à suivre dans un instant le mondial de l'auto. En avant-première, il ouvrira ses portes demain samedi. 1 500 000 visiteurs sont attendus. On retrouvera notre envoyé spécial sur place pour une visite guidée. Lui connaît parfaitement sa voiture. Il en est même en passe de devenir champion du monde des rallyes pour la 7e fois. Sébastien Loeb court devant son public ce week-end en Alsace. Enfin, du théâtre avec l'adaptation d'un roman et d'un film qui reçut à l'époque 5 Oscars. Kramer contre Kramer est l'un des événements de la rentrée, rencontre avec Gwendoline Amon et Frédéric Diffenthal. Mais avant cela, l'actualité judiciaire est régulièrement confrontée à des disparitions de scellés. Il faut savoir qu'on en démonte 4 millions en France et que toutes ces pièces à conviction sont souvent gérées de manière plus ou moins aléatoire. Des caisses dans les sous-sols des tribunaux qui comportent pourtant parfois la clé d'une affaire non résolue. La ministre de la Justice a annoncé plusieurs mesures visant à mettre un peu d'ordre dans tout cela, mais au regard des chiffres et des tonnes de matériel, le travail sera long. Notre équipe a pu se rendre au service du greffe du tribunal d'Evry. Voici le reportage d'Aurélia Guimin et de Ziden Berkous. Ces armes ont été saisies lors de perquisitions chez des particuliers. Elles auraient servi à des menaces et des violences. Des pièces à conviction qu'il faut désormais placer en lieu sûr. Alors là, nous sommes dans les sous-sols du palais, là où se trouvent les salles scellées, donc où nous allons ranger les scellés réceptionnés cette semaine. Le lieu est totalement sécurisé, l'accès strictement réservé. Alors là, nous allons désactiver l'alarme pour pouvoir entrer donc, dans la salle. Au tribunal d'Evry, seuls 4 fonctionnaires ont la clé de cette salle. Qui a le droit d'entrer ici? Donc, uniquement mon collègue et moi-même, ainsi que la greffière en chef. Les gardiens d'un temple aux allures de caverne d'Ali Baba. Sur les étagères, des milliers d'objets en tout genre. Ordinateurs, outils, vêtements. Une petite volontaire, hein, c'est un chapeau de paille. Un peu plus loin, les débris d'une chaise utilisée lors d'un homicide. Autant d'éléments de preuve soigneusement conservés, triés, répertoriés, en attendant de nouvelles expertises ou la tenue d'un procès. Toutes les pièces à conviction doivent être retrouvées. Chaque chose est à sa place, en fonction effectivement du volume et de la valeur de la pièce à conviction. Sécurité oblige, il faut une clé supplémentaire pour accéder ici. On stocke ici que les armes? Uniquement les armes. Là, c'est la salle, il y a une salle dédiée uniquement pour les armes d'épaule et les armes de poing. Et il y en a des centaines, toutes saisies dans le seul département de l'Essonne. Donc là, c'est pour l'année 2010. Des armes de tout calibre. Scellées dans le canon, la ficelle de scellé dans le canon. Mise hors d'état de nuire. Elles sont déchargées, toujours, les chargeurs à part. Les armes d'un côté, les munitions de l'autre. Les munitions de l'autre, dans une autre salle, par précaution au cas où. Plus de 3000 scellés enregistrés chaque année à Évry. On en recense au total 4 millions dans les tribunaux français. Un bric-à-brac parfois difficile à gérer. Scellés volés ou détruits par erreur avant un procès de la scientologie. Scellés jetés dans le dossier des disparus de l'Isère ou simplement égarés pour les meurtres non résolus de Saône-et-Loire. Des ratés que l'on veut absolument éviter, car ces pièces à conviction, même anciennes, peuvent aujourd'hui résoudre une énigme. Aujourd'hui, il y a donc un élément très important qui est l'évolution de la police technique et scientifique. Sur certains objets, donc, on peut retrouver des traces qui, il y a quelques années, n'étaient pas exploitables. À Évry, le classement des scellés est aujourd'hui entièrement informatisé. Un système modèle pour faire face à un flux quotidien de pièces à conviction, dont chacune détient peut-être une part de vérité. Voilà pour l'enquête. Direction maintenant la porte de Versailles à Paris avec l'inauguration du Salon de l'automobile ce matin par le président de la République. Le chef de l'État qui s'est adressé aux constructeurs automobiles, louant certains succès, mais rappelant aussi quelques objectifs aux dirigeants de Renault dont l'État est actionnaire. On l'écoute. Tout ce qu'on fait, c'est pas simplement pour que vous créez des usines à l'autre bout du monde. Créer des usines pour gagner des parts de marché formidables. Mais fabriquer à l'étranger pour vendre en France, non. En même temps, je ne suis pas enthousiaste qu'on construise en Turquie des véhicules qu'on vend en France. Il faut faire très attention parce que je regarde les dossiers avec beaucoup d'intérêt.
Le marché de l'automobile qui s'installe à la baisse avec une nouvelle chute des ventes de 8% le mois dernier. Résultat, selon les spécialistes, de la réduction de la prime à la casse. Face à cette tendance, les constructeurs tentent toujours d'innover. Le salon est d'ailleurs pour eux leur plus belle vitrine, exemple de ces innovations. Avec les voitures écolo, plus propres, elles rejettent moins de CO2, mais sont-elles pour autant moins chères? Réponse avec Luc Bazizin et Jean-François Monnier. Découvrez quelle distance vous pouvez parcourir avec un plein de diesel. Un argument choc qui vante à la fois la grande autonomie et la sobriété des véhicules à moteur thermique. Cette nouvelle Volvo, par exemple, consomme 2 litres de moins comparé au modèle qui la précède. Cette Mercedes CLS, elle, a subi une cure d'amaigrissement avec seulement 4 cylindres, une baisse de la consommation de 20%, soit 5 litres de carburant au 100 km. Grâce à la réduction du poids de la voiture, en général, arranger un peu plus l'aérodynamique de nos voitures et travailler toujours et encore l'optimisation de nos moteurs. Et certains n'hésitent pas à s'afficher comme les plus propres du monde. Fiat installe sous le capot de sa 500 un petit moteur à 2 cylindres qui permet de gagner 15% de consommation. Pour parcourir 100 km, 4 litres d'essence suffisent. Pour nous, c'est une réduction de cylindrée pour pouvoir consommer moins, pour que le consommateur s'y retrouve en termes financiers et que la planète s'y retrouve en termes d'émissions de CO2. Des arguments de vente qui permettent aussi de doper le prix d'environ 5%. De son côté, la nouvelle C4 de Citroën bénéficie d'un système qui coupe le moteur automatiquement quand la voiture est à l'arrêt. On l'appelle le stop and start. De nouveaux pneus limitent aussi les frottements et donc les pertes d'énergie inutiles. Progressivement, on amène là ce véhicule à 99 grammes de CO2, c'est-à-dire c'est 15-20% de consommation d'une génération à l'autre qui est gagnée. Et le chiffre à la mode, c'est celui du taux de rejet de CO2 et non de la vitesse maximum. Comme BMW, chacun sort même son appellation pour le souligner. Décidément, on a changé d'époque, même la Ferrari California passe de 13 litres à 11 litres d'essence au 100 km. Encore gourmande, mais sur la bonne voie. Et on retrouve sur place, porte de Versailles, Luc Bazizin. Bonsoir Luc, vous venez de nous parler de ces voitures qui consomment de moins en moins. Dites-moi si c'est également le cas de cette belle voiture qui est juste derrière vous. Mais écoutez, malgré ses apparences de dévoreuse de route, celle-ci ne consomme rien, ou en tout cas pas de carburant, puisqu'elle est 100% électrique. Il s'agit de la Survolt de Citroën, la bien nommée, puisqu'elle affiche une puissance de 300 chevaux et une autonomie de 200 km. Et vous le voyez à l'intérieur, en fait, le constructeur a voulu démontrer que l'électrique peut aussi rimer avec dynamisme et sportivité. Et ce n'est pas le seul constructeur qui le fait, puisque nous avons également découvert un concept car Jaguar équipé de 4 moteurs électriques, un dans chacune des roues, avec en plus, et c'est incroyable, 2 turbines à gaz pour recharger les batteries, et ce qui fait passer en fait l'autonomie de 110 à 900 km. Et vous le savez que l'autonomie dans l'électrique, c'est ce qui pose problème. Alors tout ça, c'est des véhicules de rêve qui ne sortiront finalement pas. Là, cette fois-ci, nous sommes beaucoup plus près de la réalité, puisqu'il s'agit de la Citroën C0, la première commercialisée sur le marché français, qui sera livrée en fin d'année. Vous le voyez, aucun dépaysement quand on se retrouve à l'intérieur, comparé aux véhicules d'aujourd'hui. Le seul changement, c'est quand vous n'allez plus à la pompe finalement et que vous voulez recharger la voiture, et bien là vous mettez un peu moins de 2 € et vous parcourez avec 150 km. Merci beaucoup Luc Bazizin, puis on vous retrouvera demain. On attend donc 1 500 000 visiteurs au mondial de l'auto. Le sport avec le football tout d'abord et la Ligue Europa avec la belle série du Paris Saint-Germain qui continue. Victoire 2-0 hier soir au Parc des Princes face aux Ukrainiens de Karpaty Lviv. 2 jolies frappes signées Jallet et Néné. De son côté, le LOSC n'a pu faire mieux que match nul face aux Belges de la Gantoise. Score final, 1 but partout. De son côté, Sébastien Loeb va-t-il conquérir ce week-end sur ses terres en Alsace son 7e titre de champion du monde des pilotes de rallye? En tout cas, tout semble bien parti puisque le Français a remporté aujourd'hui les 4 premières spéciales. Tout cela devant son public. Reportage Audrey Richier, Raphaël Doumergue et Jean-Pierre Pasteur. Au volant de sa C4, Sébastien Loeb retrouve un terrain connu. Le rallye de France s'invite en Alsace, alors ce week-end il court à domicile et ça lui réussit plutôt bien. Ce soir, il est largement en tête du rallye avec 20 secondes d'avance sur son dauphin. Au bord des routes, le public, son public, est sous le charme. C'était très prenant parce que tout le monde attendait qu'il arrive et puis on l'a vu juste après le virage, donc c'est vrai qu'il est passé mais très très vite. Ça fait du bien d'être sur un rallye, ça fait du bien de le voir et de se faire plaisir. C'est un sacré pilote et j'espère qu'il va avoir le 7e titre en poche.
À Mulhouse, le sextuple champion du monde reçoit encore un accueil triomphal et se livre à une nouvelle séance d'autographes. Ce week-end, plus de 200 000 personnes seront sur le bas-côté pour le soutenir. Acclamations, bains de foule, photos, Sébastien Loeb profite. Ça fait plaisir de voir que pour un premier rallye d'Alsace, autant de monde se soit déplacé, parce qu'il y a vraiment, je pense, plus de monde que d'habitude. En plus, ils sont tous pour moi, donc c'est génial. Après cette première journée de course idéale, Sébastien Loeb se rapproche un peu plus de son rêve, un 7e titre de champion du monde, chez lui à Haguenau, dimanche après-midi. Suite de la rentrée théâtrale ce soir, et tout le monde se souvient du célèbre film Kramer contre Kramer, un face-à-face émouvant entre Meryl Streep et Dustin Hoffman, couronné par 5 Oscars. Et bien voici pour la première fois l'adaptation du roman de l'américain Avery Corman sur la scène du théâtre des Bouffes parisiens. Ce sont Gwendoline Amon et Frédéric Diffenthal qui relèvent le défi. Le résultat pour le public, une pièce sensible, subtile et émouvante. Marilène Bonneau, Vincent Bouffartigue et Frédéric Bazire. On va commencer déjà par passer un merveilleux week-end, on verra bien si on a des choses à se dire. L'histoire commençait bien. Ted et Johanna s'aiment, se marient, ont un enfant, et puis... On n'a plus rien en commun à part les dîners, les factures et la baisse de temps en temps. Qu'est-ce qui se passe? 6 ans plus tard, elle le quitte. Moi, j'ai besoin d'exister. Et Ted se retrouve seul avec Billy. J'en sais rien, moi, dans ton armoire, je suppose. Non, j'ai déjà... Il y a ce parcours initiatique avec cet enfant, le père et le fils, et un père qui va devenir mère en fait, qui va prendre la place finalement d'une femme et qui va peut-être mieux comprendre les choses. Kramer contre Kramer, 5 Oscars pour le film en 1980. Dustin Hoffman et Meryl Streep ont fait pleurer 99 millions de spectateurs dans le monde. La pièce reste aussi émouvante. Reprendre Billy? Mais je me suis installée à New York, je vivrai à New York, je sais que ce serait pas bien de me séparer. C'est pas vrai, tu te fous de moi là. Je veux mon fils, Ted. Je peux plus rester assise dans une voiture à le regarder. C'est pas possible, tu plaisantes là. Je plaisante pas. Après tout ce que j'ai vécu, tout ce qui s'est passé, tu veux me le reprendre? C'est une comédie dramatique. Il faut pas que les gens pensent qu'ils viennent voir qu'un mélo. C'est pas une thématique sur le divorce. Non, c'est pas une thématique sur le divorce, c'est un couple qui dérape et tout à coup se comprend plus. Mesdames et messieurs, l'affaire Kramer contre Kramer. Un procès, la bataille pour la garde de l'enfant. L'histoire est toujours tristement moderne. Je veux juste récupérer mon fils. J'ai pas envie de pleurer parce que c'est personnel, mais je trouve que oui, ça vaut le coup de pleurer. Ouais, c'est touchant. C'est assez émouvant comme spectacle. Que vous avez vu? Ah oui, surtout la fin. Le roman n'avait jamais été adapté sur scène. 2 heures de spectacle, une performance pour les 2 acteurs principaux, un couple à la ville. Voilà, une belle pièce, Kramer contre Kramer, c'est donc au théâtre des Bouffes parisiens. Avant de refermer le journal, je vous en rappelle l'une des informations du jour, c'est la préparation des manifestations un peu partout en France, demain contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Syndicats du public, du privé, mais également des associations d'étudiants et de lycéens ont appelé à la mobilisation ce samedi. Voilà pour l'actualité d'aujourd'hui. Merci à vous pour votre fidélité. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, 20h35. Vos séries Un flic et avocat et associés, puis France Olivier Gisbert. Je vous donne rendez-vous demain à 13h pour l'information. Et ensuite pour le magazine, 13h15 le samedi. Très belle soirée et à demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.